Ça a été rejeté, en effet, à taxe Zuckman, par 231 contre 168. C'est beaucoup, quand même. Déjà, ça a été bien rejeté. Est-ce qu'ils l'ont trop lié, finalement, là, ça? Oui, en fait, la question, c'est la conséquence, donc le vote qui va arriver derrière. Et donc, là où ils se sont peut-être trop avancés, c'est de lier un vote contre à la taxe Zuckman. Parce que le point, il est là, c'est qu'ils ont déjà obtenu la suspension de la réforme des retraites. Ils ont eu donc une victoire symbolique très forte et une victoire aussi pour leur électorat très forte. Et donc, ils cherchent évidemment à continuer à obtenir davantage, puisque le RN s'étant placé dans une position complètement contestataire, en fait, ils ont mis le pouvoir de censure dans les mains du PS. Et donc, c'est là où le PS joue sa carte de vouloir plus, mais là où ils se sont trop avancés, effectivement, c'est sur le fait de dire on votera contre si on n'a pas Zuckman. Que le gouvernement serait favorable à l'abandon du gel des pensions de retraite et des minima sociaux en 2026. C'est un geste qui devrait plaire au PS, ça, non? Oui, tout à fait. Et il faut comprendre que le PS, moi je ne suis pas vraiment d'accord, c'est un acteur rationnel. Donc il joue de manière rationnelle son intérêt électoral. Et il faut voir que son assise aujourd'hui est quand même assez faible. Ils sont quand même passés d'un François Hollande qui a fait 28% au premier tour en 2012 à Madame Hidalgo qui a fait 1,75%. Donc ils doivent aller élargir leur socle et élargir aussi le socle de la gauche qui est au plus bas également. Et donc c'est là où ils doivent aller chercher, non seulement donner des gages à leur camp et redevenir un peu le parti central de la social-démocratie autour desquels les alliances électorales se font, mais aussi aller chercher de nouveaux électeurs. Et donc c'est là où donner des gages en disant on voudrait la taxe Zuckman, mais on est privé de cela par, mettons, l'aile droite de Renaissance, ça peut permettre aussi de récupérer une certaine partie de l'électorat macroniste, des gens plus à gauche qui pourraient se dire eh ben, retournons au PS, comme ça a été le cas aux européennes, par exemple. Oui, alors, honnêtement, la question de censurer ou non, sachant que tous les clés du pouvoir derrière le PS, donc les élus locaux, les fonctionnaires, l'électorat fonctionnaire, l'électorat retraité, ne veut pas d'une censure et d'une dissolution maintenant. Ils veulent un budget. Et en plus, on rentre dans une phase où Emmanuel Macron va avoir de plus en plus de mal à dissoudre, au moins pendant le mois de novembre-décembre, puisque si jamais on dissolvait maintenant, il ne pourrait même pas y avoir de loi spéciale qui soit votée, et donc on ne serait pas, l'État ne pourrait plus... Il n'y aurait pas de budget. Oui, il n'y aurait pas de budget, mais en plus, l'État ne serait plus en capacité de percevoir des impôts à partir du 1er janvier. Donc on serait dans une situation encore pire que celle qu'on avait connue avec Michel Barnier, qui lui avait pu passer à la loi spéciale. Donc c'est pour ça que vraiment la menace de la censure, il faut la prendre, je pense, avec beaucoup de pincettes, parce que ce n'est pas forcément dans l'intérêt du PS de censurer de suite. Par contre, le vote contre, ça, c'est quelque chose qui donne un signal très fort, au moins à son électorat. Qui a pris que, quoi que fasse le PS, là, il est bloqué. Parce que, c'est-à-dire que s'il soutient, lors du vote du budget, le gouvernement, on va lui dire « Ah, vous êtes la béquille du macronisme ». S'il ne vote pas, on va vous dire « Ah, fallait pas aller avec le macronisme, parce que là, vous avez tout perdu ». Non, là, on a l'impression qu'ils sont totalement bloqués. Alors, je pense en fait qu'une des raisons pour lesquelles c'est illisible, c'est que en réalité, tout le monde aimerait bien que ce budget finisse par passer par ordonnance, donc par l'article 47.3 de la Constitution, parce que comme ça permet au gouvernement d'avoir plus ou moins sa copie, et au PS et à tous les autres de dire on n'a pas pu aller au bout, on aurait aimé voter contre, mais on n'a pas pu parce qu'il n'y a pas eu le temps. Et c'est là où vraiment, c'est pour ça que c'est un peu illisible. Mais le point, c'est que c'est pas quel budget pour la France, c'est quelle majorité pour un budget. Et honnêtement, c'est juste d'un point de vue purement de l'arithmétique, penser que le PS et LR allaient pouvoir voter un budget, ça a toujours été illusoire. Ça, c'est la première option. L'autre option, c'est qu'il y ait une abstention du PS et des écologistes, donc tout le monde sauf LFI, et que ça soit voté par le bloc central, enfin le socle commun. Et la dernière option, ce serait que d'avoir une abstention du RN. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir des abstentions, ça pourrait passer comme ça. Mais donc, c'est là où vraiment le vote contre du PS ou pas, ou son abstention, joue beaucoup, avec derrière le fait que si les écologistes de toute façon votent contre, en fait, tout ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de majorité pour voter le budget. Si le PS cherchait des alliés, ça ne sera pas du côté du LFI, en tout cas. Non, et de toute façon, le PS est dans une phase de reconstruction pour essayer de redevenir cette force social-démocrate centrale capable de gagner des élections nationales. Aujourd'hui, son assise est encore un peu faible, mais on voit bien la progression. Aujourd'hui, ils sont quasiment à jeu égal au Parlement avec LFI. Et on l'a bien vu aux européennes avec Glucksmann qui a fait un excellent score. Donc
le PS est dans cet objectif-là de pouvoir être en capacité en 2027 de regagner une élection nationale. Oui, c'est ça. On a parlé de la valse des premiers ministres, mais que là, les Français ont vraiment identifié, en fait, finalement, celui qui leur semblait au cœur du problème, c'est Emmanuel Macron. Oui, et ils ont raison, ils ont complètement raison, puisque c'est Emmanuel Macron qui, en refusant de voir, en fait, dès juin 2022, qu'on était dans une situation de cohabitation et donc que le pouvoir devait revenir au Parlement. Vous parlez donc des législatives après la présidentielle. Tout à fait. Dès le début, en fait, dès la réélection d'Emmanuel Macron. Dès le début, où il y avait une majorité seulement relative, oui, il aurait convenu que Emmanuel Macron dise « je n'ai pas de majorité », donc le pouvoir revient au Parlement de trouver un accord avec 289 députés qui signent en bas d'un nom et d'un programme. Voilà. Comme dans la plupart des démocraties européennes, c'est ça qui aurait dû être fait. Donc le péché originel, si on peut dire, c'est ça. Et en 2024, c'est encore pire. Et le fait que Emmanuel Macron, finalement, s'entête et s'accroche, mais en même temps, il n'a pas d'autre choix. On peut le comprendre aussi, puisque si jamais il faisait ça, en fait, il perd le pouvoir, puisqu'il le redonne au Parlement. Donc le pouvoir qui, dans la 5e, revenait au président et pouvait décider de l'orientation du pays, les nominations, plein de choses, reviendrait totalement au Parlement. Donc c'est ça qui s'est joué, et donc il a préféré finalement sacrifier un peu de son bilan pour garder le pouvoir, avec ici un gouvernement, on le voit, qui n'a quasiment jamais été aussi macroniste depuis plusieurs années. Et donc la conséquence logique, effectivement, c'est cette cote de confiance, et aussi une cote de rejet qui est plus importante que celle de François Hollande à l'époque, parce que François Hollande n'avait pas autant de rejet. L'enquête du Figaro Magazine qui parle, je cite, d'un divorce profond et structurel avec les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a longtemps dit, en effet, le président de la République était au-dessus de tout. C'était l'élection même préférée des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, la stature même du président, d'après vous, est démonétisée ? Je pense que c'est... La réponse courte, je dirais non, mais il y a la question des pouvoirs constitutionnels qui lui sont donnés. Et je pense que, par exemple, il y a le pouvoir de renommer un Premier ministre qui a été censuré, ou qui a démissionné, mais il aurait été censuré. C'est quelque chose qui a probablement aussi choqué les Français dans une démocratie quand même parlementaire. Donc il y a peut-être des conséquences qui seront discutées lors de l'élection 2027 sur une révision un peu constitutionnelle, peut-être rendre l'article 49.1 obligatoire, c'est-à-dire que le Premier ministre ne devienne Premier ministre qu'une fois qu'il a la confiance du Parlement. Voilà. C'est peut-être ce genre de choses qui vont se jouer, mais plus fondamentalement, c'est quand même... il y a aussi un rejet de la personne d'Emmanuel Macron, ça c'est très clair, parce qu'il a quand même enchaîné des déclarations de mépris envers les Français. On se souvient des illettrés, on se souvient de ceux qui ne sont rien, on se souvient de toutes ces choses-là qui ont infusé et qui finalement nous conduisent à l'endroit où on est aujourd'hui. Et puis pour ce qui est de l'assise politique, on voit bien aujourd'hui que le macronisme lui-même est en pleine déliquescence, avec Horizon qui se détache complètement, qui veut peut-être... Le parti d'Édouard Philippe. Voilà, le parti d'Édouard Philippe. Et donc on va, je trouve, notre analyse, c'est que du tripartisme qu'on a vu sous Emmanuel Macron, en fait, nous sommes en train de revenir à un quadripartisme avec deux gauches irréconciliables, deux droites irréconciliables. Pourquoi vous dites revenir ? C'est-à-dire quand vous remontez jusqu'à quand pour les... Avant l'émergence d'Emmanuel Macron. Pour vous, il y en avait 4 avant il y a toujours eu une gauche radicale contestataire, une gauche social-démocrate qui a vocation à être gouvernementale. On va dire que la gauche contestatrice n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Pas aussi forte qu'aujourd'hui, mais elle a quand même fait des bons scores. Il faut se souvenir que, voilà, en 2017, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a fait des très bons scores. Donc, et il y a, souvenez-vous de l'élection 2017, on a quand même 4 candidats, quasiment à 20% dans un mouchoir de poche. Donc c'est le cas d'ailleurs en 2022, on a 3 candidats par contre là. Voilà, 3 candidats en 20%. Voilà. Par rapport même à Gabriel Attal ou d'autres, il a quelque chose de plus apaisant. Oui, et je pense aussi que c'est un fin politique, contrairement à Emmanuel Macron, qui a été primo-élu. Il fait de la politique, oui, c'est ça. Il fait de la politique, et je pense qu'il respecte aussi les électeurs, et il respecte les Français d'une manière que Emmanuel Macron ne le fait pas, ne l'a jamais fait. Et donc, et après, effectivement, dans ses actions, on voit bien qu'il œuvre pour la France, en essayant de doter la France d'un budget. Donc, c'est ça, je pense que les Français donnent crédit à Sébastien Lecornu de ce point-là.